Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette première grande édition de nos informations au sommaire. La Guinée dispose désormais de nouveaux codes électoraux, un document juridique parfois mieux connu des hommes de médias. En collaboration avec l'OIF, la Direction générale des élections mobilise la presse pour vulgariser le nouveau cadre normatif. Et puis en cette fin d'année, coup de projecteur sur les moments forts qui ont marqué 2025 au secrétariat général des affaires religieuses et celui du gouvernement. Cette année fut dense sa réforme et mobilisation citoyenne. Enfin, c'est une première en Guinée. Le Fonds national pour l'insertion des jeunes FONIJ organise son grand prix rendez-vous pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et valoriser le talent et l'innovation de la jeunesse guinéenne. Voilà pour le sommaire, encore une fois, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la Guinée dispose désormais d'un nouveau code électoral. Ce document juridique est parfois mieux connu des hommes de médias en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. La Direction générale des élections mobilise la presse nationale pour vulgariser le document, le nouveau cadre du document. Hamadou Touré, Abdourazak Souma. Conformément au nouveau code électoral, plusieurs innovations ont été apportées à l'organisation des élections en Guinée. Malheureusement, ces nouvelles exigences sont très peu connues par les médias, au-delà par la population. C'est pour corriger cette situation que la Direction générale des élections, avec l'appui de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, que cette formation sur la vulgarisation du nouveau cadre normatif est lancée à l'intention de ces journalistes. C'est de nouveautés, par exemple, quand on parle de la circulaire de propagande, c'est-à-dire tous les affiches qu'un candidat doit vulgariser, c'est sa photo qui vient sur le bulletin qui doit être vulgarisée. Deuxièmement, les mouvements de soutien sont intégrés dans le code électoral. Ils sont aussi sous la coupe des directoires de campagne de chaque président. La nouveauté aussi, c'est qu'on est sorti des calculs par rapport au budget que l'État alloue à chaque candidat. Avant, il y avait des calculs à faire. Les calculs, c'était vraiment basé sur des critères qui étaient définis. Le nombre de participations, le nombre de députés se retrouvaient avec 3-4 milliards, d'autres simplement avec 50 ou 100 millions. Donc pour le code, maintenant, c'est une répartition équitable entre les candidats. L'idée est soutenue par l'organe de régulation des médias et contribue, selon la haute autorité de la communication HAC, au renforcement des capacités des journalistes à participer à la consolidation de la paix. Travailler en toute liberté, en toute neutralité, ne favoriser aucun candidat et ne défavoriser aucun autre. Ils sont en compétition. Vous n'êtes que des observateurs. Au cours de cette journée, les enseignements porteront sur le cadre juridique, notamment le rôle et responsabilité des médias selon le nouveau code électoral, mais également sur l'accréditation et la couverture des opérations électorales par les médias, l'opération électorale et procédure de vote, et enfin sur les droits et devoirs des journalistes en période électorale. Comme annoncé dans les titres, renforcement des capacités opérationnelles, l'administration des douanes vient d'être dotée par le gouvernement. Il s'agit de 4 vedettes au profit des soldats de l'économie, un dispositif précédé de la formation de 12 agents. C'est le ministre du Budget qui a procédé à la remise de ces vedettes. Mohamed Seyar Souma, Mohamed Chérif Kamara. C'est un pas de franchi dans la lutte contre la fraude le long des côtes guinéennes. Pour la première fois, les douanes sont équipées de vedettes. Au total 4. Ces matériels remplacent ainsi des embarcations de fortune. Ces vedettes sont dotées des appareils de dernière génération, tels que un système AIS qui permet de donner les informations exactes sur le trafic maritime. À cet effet, nous avons un GPS qui est installé également sur les vedettes. Des radars couleur 10.4 pouces, détecteurs de cibles en petite comme en grande échelle. Peu avant la mise à disposition des 4 vedettes, un transfert de compétences est assuré par le fournisseur. La cession a profité à 12 soldats de l'économie. Et ces vedettes, avec leur mensuration, peuvent nous permettre d'aller jusque dans la zone exclusive économique. Donc nous pouvons aller au-delà même de nos eaux territoriales pour nous permettre d'aller lutter contre la fraude.
Donc l'action de la douane en mer est une réalité aujourd'hui, grâce à vous, monsieur le ministre. Donc je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, remercier le Premier ministre Amadou Riba et à travers vous, monsieur le Président de la République, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ce geste qui marque l'histoire de l'administration des douanes. À la loi des finances initiale 2026, nous comptons acquérir 2 autres vedettes. 2 vedettes dans la zone de Conakry, 2 autres vedettes seront dans la zone de Boké et 2 autres vedettes dans la zone de Morbaya. Comme ça, nous aurons 6 vedettes. Mais parallèlement, il faut qu'on renforce les capacités. Avec ces vedettes et d'autres en perspective, il est question de renforcer la surveillance dans les eaux guinéennes en contribuant à l'élimination de la contrebande. Déjà, des essais avec les 12 pilotes ont permis de mettre en pratique la formation reçue. Les agents du ministère de la Santé viennent d'être dotés également de véhicules tout-terrain. Parmi ces engins figurent des fourgonnettes pour le transport d'oxygène dans certaines régions du pays. C'est un appui du Fonds mondial qui vise à rapprocher le système sanitaire des communautés difficiles d'accès. Tcherno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. Pour renforcer la couverture sanitaire, des véhicules tout-terrain sont remis aux agents de santé. Ils seront utilisés pour les bureaux de stratégie, les directions de la santé communautaire, la pharmacie et les programmes de lutte contre le paludisme et le VIH-Sida, afin d'assurer une supervision efficace et d'atteindre rapidement les zones les plus reculées. Comme le rappelle justement un penseur, la santé est la première des libertés. Sans elle, aucune autre n'est possible. Ces véhicules n'incarne pas seulement un moyen logistique, il symbolise notre engagement collectif à atteindre les communautés les plus éloignées, à assurer la continuité de services essentiels et à protéger la santé de chaque citoyen guinéen. En plus de ces véhicules, 3 fourgonnettes de transport de bouteilles d'oxygène complètent cet appui pour les régions de Nzérékoré, Kankan et Labé. Cette action s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du programme Simandou 2040 qui fait de la modernisation des infrastructures, du renforcement des ressources humaines et de la gouvernance opérationnelle les piliers d'un système de santé moderne et résilient. À vous, mesdames et messieurs les bénéficiaires, je voudrais vous dire que ces véhicules ne sont pas un privilège, mais un outil de mission. Ils représentent une confiance, une responsabilité. J'en appelle ainsi à un usage exemplaire et exclusivement professionnel. Cet appui du Fonds mondial vient renforcer la stratégie du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui est celle de rapprocher les services des populations et sauver des vies. Une mission du ministère des Affaires étrangères était récemment dans la région de Boké, conduite par des cadres de la direction de l'intégration africaine. Elle était venue échanger avec les opérateurs économiques et soldats de l'économie de la région, notamment sur les protocoles et conventions entre les États membres de la CEDEAO. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Les protocoles et conventions de la CEDEAO ainsi que le tarif extérieur commun restent toujours méconnus par la majeure partie des populations et certains acteurs de la société civile. D'où cette formation organisée ici à Boké à l'intention des opérateurs économiques, des cadres de l'administration, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les douaniers de la région de Boké. C'est pour leur permettre de mieux cerner le contenu des textes communautaires. La formation elle est particulièrement importante parce que le texte et le schéma est utilisé essentiellement par les douaniers et les chambres de commerce, les commerçants en un mot. Et parce qu'ils doivent savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le cadre de la libre circulation. Au cours de cette rencontre, il était question aussi de connaître les différents types de produits qui font l'objet d'échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO et la zone de libre-échange. Il y a 3 catégories de produits. Il y a les produits du cru, dont l'agriculture, l'élevage, la pêche. Il y a aussi les objets artisanaux. Donc voilà les produits qui ne demandent pas le certificat d'origine. Maintenant, quant aux produits industriels, là, obligatoirement,
le commerce est obligé de présenter le certificat d'origine. Sinon, le produit ne pourra pas passer à l'aéroport. Nous avons les produits industriels et nous avons les produits de cru. Pour que les produits industriels bénéficient des avantages du schéma de libéralisation, il faudra d'abord que l'industrie soit agréée. L'agrément ne suffit pas. Il y a un autre élément qu'on appelle la décision. C'est la décision qui agrée le produit au schéma de libéralisation. Depuis sa création en 1975, plusieurs protocoles et conventions ont été signés et ratifiés par les États membres de cette organisation sous-régionale. Toujours dans la région en déplacement, le ministre de la Pêche en tournée dans le littoral nord, notamment Kuba, Boufa Koukoudé, Kamsa Rudubreka, une visite dans les débarcadères pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable du secteur, le renforcement de la gouvernance locale et la gestion responsable des ressources halieutiques ont été également abordées. Al-Gassimouba. Sur chaque site, le ministre est allé à la rencontre des pêcheurs artisans. Objectif, prendre le pouls des réalités du terrain, écouter les préoccupations ou encore engager un dialogue direct sur la gestion des ressources halieutiques. La démarche se veut participative. Elle vise à clarifier les enjeux liés à la préservation des ressources et à améliorer la collaboration entre les communautés et l'administration. La capacité de production de nos débarcadères est assez importante en poissons de qualité, mais aussi de quantité. Et les pertes que nous enregistrons sont également considérables par manque de moyens de conservation. Par conséquent, nous sollicitons humblement, Monsieur le ministre, la prise en compte de ces difficultés pour nous permettre d'accroître notre productivité et rendement. Dans ces zones dépendantes de la pêche artisanale, les attentes sont fortes. Les communautés ont salué cette initiative d'échange, estimant qu'elle pourrait contribuer à une meilleure organisation de la filière. Nous sommes en train aussi de faire le design d'un grand projet structurant sur l'économie bleue qui va s'accentuer sur la construction de beaucoup d'infrastructures. Donc il faut aller sur le terrain, connaître les préoccupations des communautés de pêcheurs afin d'intégrer dans le projet pour qu'on puisse obtenir une co-gestion intégrée, inclusive et durable. Votre présence parmi nous aujourd'hui traduit de façon concrète la volonté ferme du gouvernement à se rapprocher à la population, d'écoute et préoccupation et bâtir avec les solutions durables pour le développement du secteur halieutique maritime. À travers cet appui en intrants de pêche, le gouvernement entend renforcer la gouvernance locale et promouvoir une gestion responsable des ressources halieutiques. En cette fin d'année, coup de projecteur sur les moments forts qui ont marqué 2025 au secrétariat général des affaires religieuses et celui du gouvernement. Cette année fut dense en réforme et mobilisation citoyenne. Elle est marquée à la fois par des initiatives sociales, réformes structurelles et dialogue renforcé avec les citoyens. Commentaire, Abakar Diaby, Marwan Kamara. « 2025, une année marquée par un engagement renforcé par le CNRD à travers le secrétariat général des affaires religieuses pour un service public plus proche des fidèles et surtout dans l'organisation des grands pèlerinages. Premier temps fort de cette année, l'organisation du pèlerinage annuel musulman, une opération nationale d'envergure menée à bien grâce à une coordination rigoureuse entre les équipes du secrétariat général des affaires religieuses, les agences agréées et les autorités locales. Du recensement des candidats au suivi médical en passant par les formations pré-âge intensifiées, sessions d'information sur les rites, tout a été mis en place pour offrir aux pèlerins un encadrement optimal. Sur les lieux saints, le secrétariat général des affaires religieuses a mobilisé des équipes expérimentées pour assurer un accompagnement continu, orientation, santé, hébergement de proximité et de restauration de qualité. Une assistance renforcée, soutenue par une cellule de veille active 24 heures sur 24 pour anticiper toute difficulté et garantir la sécurité des fidèles musulmans en Arabie Saoudite. Autre fait marquant de l'année, le préfinancement intégral du Hajj 2025 exigé par les autorités saoudiennes pour garantir la participation des 10 000 pèlerins guinéens au Hajj. Ce préfinancement assuré par le chef de l'État Mamadi Doumbouya avait permis à la Guinée d'obtenir le prix d'excellence de communication en Arabie Saoudite.
Les 1000 candidats recalés au Hajj sont aussi pris en charge gratuitement par le président de la République pour l'année 2026. Du côté des chrétiens, 2025 a permis aux fidèles d'effectuer des déplacements sur les terres saintes d'Israël, de la Palestine et de la Jordanie. Ces voyages spirituels ont permis aux pèlerins chrétiens d'approfondir les racines de leur foi et de découvrir les lieux saints où Jésus-Christ est né, a grandi et a accompli sa mission évangélique. À l'aller comme au retour, le secrétariat général des affaires religieuses a tenu à être présent aux côtés des pèlerins pour partager ce moment de joie unique dans la pérennisation de leur foi. Au-delà des pèlerinages, le secrétariat général des affaires religieuses a poursuivi son travail quotidien au service de la communauté. Partout dans le pays, des vendredis de la paix et dimanches de réconciliation ont été organisés, réunissant fidèles et responsables communautaires pour multiplier les prêches axés sur la tolérance, la non-violence et la prévention de l'extrémisme. Des séances de formation ont été également initiées en faveur des acteurs religieux, imams, chroniqueurs pour lutter contre les discours haineux. 2025 s'achève donc sur une année riche en initiatives, marquée par la responsabilité, la vigilance et la coopération des autorités religieuses en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Une année d'engagement, d'organisation et de proximité où chaque action aura contribué à rapprocher les fidèles de leurs aspirations spirituelles. Au secrétariat général du gouvernement, cette année 2025 a été marquée par les profondes réformes administratives pour répondre aux exigences internationales dans le domaine de la bonne gouvernance. Les travaux du tout premier forum international des secrétaires généraux du gouvernement s'inscrivent dans cet ordre d'idées. Cet ambitieux programme est soutenu par les institutions internationales comme l'Union européenne. Dans la même dynamique, le secrétariat général du gouvernement est certifié ISO 9001 à Conakry par les auditeurs et experts du programme LIDQ venus à travers le monde. Ce résultat positif est un acquis majeur dans la modernisation de l'administration publique guinéenne. Plusieurs réformes sont engagées dans la qualification de l'administration publique. Le secrétariat général du gouvernement est dans la dynamique de modernisation du journal officiel de la République. Par la mise en place de cette plateforme, les lois, les décrets ainsi que d'autres annonces légales ne seront plus publiés sur papier. Déjà, plus de 1000 journaux officiels sont disponibles sur cette plateforme numérique. Elle prend également en compte plus de 6000 textes officiels et propose 30 000 textes législatifs et réglementaires. Dans le reste de l'actualité, la Guinée lance l'étude nationale de la représentativité des femmes au poste de prise de décision dans l'administration publique et privée. L'étude vise à garantir la parité entre hommes et femmes dans le travail, un engagement qui assure la promotion du genre dans le pays. Mohamed De Camara. La question de la représentativité des femmes au poste de décision, tant dans l'administration publique que dans le secteur privé, ne connaît pas encore la parité souhaitée. Pour connaître la situation administrative de la gente féminine guinéenne, une étude nationale sur le phénomène est lancée à Conakry. Une étape importante vers la promotion de l'inclusion des femmes au poste de management. Nous allons le dérouler en 3 étapes. La première étape, nous avons élaboré les outils. Après, nous allons aller sur le terrain pour faire l'étude proprement dite et nous allons élaborer les rapports. Et les résultats que nous aurons nous serviront d'outils de plaidoyer. Les dernières données disponibles dans ce domaine remontent à 2019. Elle rappelle l'ampleur des défis à relever par le gouvernement et son partenaire PNUD. L'égalité entre les femmes et les hommes demeure une préoccupation majeure sur notre continent et plus particulièrement en Guinée. Ces initiatives témoignent d'une volonté politique forte et d'un engagement en faveur de l'égalité des chances. Cette étude que nous initions au compte des actions stratégiques portées par le ministère n'est pas une action isolée. C'est un point de repère structuré et quantifié qui va façonner le positionnement et la mise en œuvre stratégique des initiatives relatives à l'implémentation des programmes d'autonomisation et de promotion des femmes. La meilleure connaissance de la représentativité des femmes au poste de décision reste assujettie
à cette étude qui va léguer à la Guinée un instrument technique fiable en faveur de la jeune féminine. Dans l'actualité sociale également, la lutte contre les violences faites aux femmes reste toujours un enjeu majeur alors que des millions de victimes continuent de souffrir. À l'occasion de ces jours d'activisme, les femmes diplomates des affaires étrangères se mobilisent et organisent une journée dite d'échange pour sensibiliser, libérer la parole et mieux protéger les droits des femmes. Makeme Donzo. Le combat continue tant que les réalités ne changent pas. La violence faite aux femmes demeure un phénomène préoccupant, aussi bien dans les ménages que dans les milieux professionnels et même sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui brise des carrières, détruit des talents féminins et fragilise toute la société. À travers le monde, cette réalité est au centre d'une campagne internationale. Les 16 jours d'activisme est célébré chaque année pour sensibiliser, prévenir et dénoncer les violences basées sur le genre. Les violences faites aux femmes ne se limitent plus aux espaces physiques. Elles envahissent désormais le cyberespace à travers le harcèlement en ligne, l'intimidation, la diffusion non consentie du contenu, les menaces ou la manipulation numérique. Les femmes diplomates, à travers le service Genre et Équité du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ont organisé une journée d'échange et de sensibilisation. Objectif, renforcer la confiance des femmes, libérer la parole et proposer des mécanismes concrets. Les normes sociales restent un facteur déterminant pour prévenir ou reproduire la violence. Et la réponse à ces défis ne peut être efficace que si elle est institutionnelle, collective et portée par des alliances solides. La nature transfrontalière des violences numériques exige une coopération internationale renforcée et une coordination efficace des mécanismes de prévention, de signalement et de répression. Selon les organisateurs, cette journée permet aux femmes de s'exprimer librement, de partager leurs expériences et de mieux connaître leurs droits. Plusieurs représentations diplomatiques ont pris part à cette rencontre. Pour elles, le respect des droits des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais un véritable enjeu humain, un défi collectif. Enfin, c'est une première en Guinée. Le Fonds national pour l'insertion des jeunes, FONIJ, organise son grand prix et rendez-vous pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et valoriser le talent et l'innovation de la jeunesse guinéenne. Diara Diallo, Aminata Kourouma, Maïmouna Bella Diallo. Pour cette première édition du Grand Prix FONIJ, les organisateurs célèbrent la jeunesse guinéenne. Sous le slogan « Une jeunesse épanouie, un avenir radieux », des jeunes venus de Conakry et de plusieurs régions du pays répondent présents. Autour du ministre de la Jeunesse et de divers invités, les messages convergent. Se former, entreprendre et travailler pour mieux préparer l'avenir. Il n'existe pas de rêve possible sans accompagnement initié. Je ne suis pas surpris parce que je sais que vous vous êtes battu pour une cause. Je sais que vous vous êtes engagé pour une cause. Et parmi les ingrédients de cette cause, il y avait bien les jeunes de Guinée dans votre engagement. Le développement ne se conçoit plus sur la base des avantages comparatifs que sont l'or, le diamant, le nickel, la bauxite, mais le développement se conçoit désormais sur la base des avantages concurrentiels avec le capital humain au centre, comme centre d'intérêt. Plus de 150 projets sont soumis. Après présélection, 20 finalistes défendent leurs initiatives devant un jury. 3 lauréats repartent chacun avec 50 millions de francs guinéens et le grand gagnant du Grand Prix FONIJ reçoit 200 millions de francs guinéens. Mon projet est Clemspads qui vise à fabriquer des serviettes hygiéniques à partir de la fibre de bananier. Je suis vraiment honorée, je suis très contente. Je remercie les membres du jury, je remercie les organisateurs, le ministère de la Jeunesse et surtout le président de la République qui fait que ces initiatives marchent. 4 catégories sont en compétition. L'agriculture durable, l'éducation entrepreneuriale, l'esprit d'entreprise et la transition numérique. La cérémonie est marquée par des prestations artistiques. À travers ce Grand Prix, le FONIJ veut encourager l'initiative et renforcer la participation des jeunes au développement du pays.
C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous, c'est à 17h et 19h dans Guinée Actu. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. Excellente journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah. Fumutot ngonen kanga skatamne kon ngonen kanga so kal pasago noteta kukotene teta iga keimo emberne drobom kusokoskano endemo to momongo nodon got dosu mi wechek mi pek senekrung pa marfe amagbal yiga no dopo deimo mo berdi no dengbal dadu mun deimo pa mar apagbal yiga no alum pas de baldaga yimo ko montale